Bonjour et bon réveil. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer ce matin. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Voici les titres de cette édition. Un drame qui s'est joué il y a quelques jours a révélé un nouveau phénomène. Des dizaines de Palestiniens sont morts noyés en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Combien sont-ils et pourquoi fuient-ils Gaza? C'est le dossier de cette édition. Et puis le monde entier a évidemment les yeux rivés ce matin sur Édimbourg. Oui ou non à l'indépendance? Les Écossais votent aujourd'hui. La question qu'on se pose dans le Morning, est-ce un modèle qui va inspirer d'autres peuples? Les Palestiniens en tout cas suivent de près la situation. Enfin, ce tremblement de terre politique en Israël. Le ministre de l'Intérieur annonce de façon surprenante sa démission hier soir. Et ce matin, les journaux s'en prennent largement au Premier ministre Netanyahou. Il est accusé d'évincer les uns après les autres tous ses challengers. Voilà, bonjour à tous. Merci donc d'être avec nous. Une actualité chargée qu'on va développer ensemble. Et tout d'abord avec nos invités. Yitzhak Levanon, diplomate israélien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Ali Waket, spécialiste du monde arabe. Merci à vous aussi. Et bonjour à Maurice Ifergan. Bonjour. On va démarrer par les grands titres des journaux israéliens ce matin. Titre à l'unisson ce matin. Un titre à l'unisson, toute la presse titre sur la démission du ministre de l'Intérieur Gideon Sa'ar. Alors commençons par le Jerusalem Post qui titre le ministre Gideon Sa'ar annonce une pause dans sa carrière politique. Parce que ce n'est pas un départ politique, c'est simplement une pause selon Gideon Sa'ar. Le ministre de l'Intérieur était considéré comme le numéro 2 du Likoud. C'est quand même un poste important. Et il a annoncé que finalement il démissionnait de son portefeuille de ministre de l'Intérieur et de sa place au Likoud. Ce qui fait du Likoud aujourd'hui à la Knesset le second groupe parlementaire avec 18 sièges. Et il est devancé maintenant par Yesh Atid qui en a 19. Alors, comment Gideon Sa'ar explique sa décision? Tout d'abord par des raisons personnelles. Il faut savoir que l'épouse de Gideon Sa'ar, Geoula Even, est une des présentatrices vedettes de la première chaîne de télévision publique israélienne et qu'elle vient d'être évincée par la directrice de l'office de télévision publique qui a considéré qu'il y avait un conflit d'intérêts, qu'elle ne pouvait pas, en tant qu'épouse de Gideon Sa'ar, numéro du Likoud, interviewer des hommes politiques et notamment pas de ministre du Likoud. Donc, aurait pu être une des raisons, une espèce de déception politique comme ça. Peut-être aussi parce que le quotidien Haaretz va publier dans les jours qui viennent une enquête sur Gideon Sa'ar. On ne sait pas trop quel est le contenu des révélations d'Haaretz, mais on va le savoir dans quelques jours. Enfin, Gideon Sa'ar met en avant l'envie de retourner à la vie privée. Il a envie de s'occuper de son enfant qu'il a eu avec Geoula Even. Et surtout, c'est un jeune avocat de 47 ans qui réussit et le monde des affaires, finalement, l'intéresse peut-être beaucoup plus que la carrière politique. Voilà, on note quand même que dans son discours d'hier, il n'a pas cité une seule fois le nom de Binyamin Netanyahou, ce qui est peut-être révélateur de la plus grande cause de son départ. En tout cas, le Yediot Aharonot s'inquiète de l'avenir du Likoud. Oui, s'inquiète de l'avenir du Likoud et le quotidien titre finalement sur cette déclaration de Gideon Sa'ar au quotidien « Je reviens à la vie ». Pas à la vie politique puisqu'il la quitte, mais à la vie tout court. Peut-être une manière de dire finalement « Je préfère Geoula Even à Benjamin Netanyahou », je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que le quotidien dénombre le nombre de barons du Likoud qui ont quitté au cours des 2 dernières années. Benny Begin, Dan Meridor, Moshe Kahlon, Gilad Erdan, qui devrait être nommé prochènement ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Non, c'est une promotion. C'est une promotion, évidemment. Peut-être. Et puis cette position de Dani Danon au sein du Likoud qui est assez contestée, puisqu'il est sur la droite de Benjamin Netanyahou et il a été démis de ses fonctions de vice-ministre de la Défense. Alors, Nahum Barnea, dans son éditorial, lui nous dit pour l'avenir, à propos de Gideon Sa'ar, il reviendra encore. Alors écoutez cet éditorial. Sa'ar a compris aujourd'hui ce que Moshe Kahlon avait compris avant lui. Tant que Benjamin Netanyahou est Premier ministre, il ne laisse à personne une chance de percer. Sous les grands arbres ne poussent que des champignons, affirme un vieux proverbe russe. La leçon est plus large, semble-t-il. Dans le système politique, une promotion ne peut se faire que de l'extérieur. Donc pour Nahum Barnea, Gideon Sa'ar reviendra peut-être par la fenêtre. M'arrive le prince des marais. Alors pourquoi le prince des marais? C'est l'éditorial de Shalom Yerushalmi, parce que finalement on va et on revient, on va et on revient. Sa'ar a compris que sa carrière politique était bloquée et il a levé les bras, affirme Shalom Yerushalmi. Le Likoud
finalement, aujourd'hui, est dirigé par un nouveau triumvirat. C'est ce qu'a compris Gideon Sa'ar. Au cours de la dernière guerre à Gaza, finalement, Netanyahou s'est surtout appuyé sur son ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, qui a pris de l'envergure au sein du parti. Mais surtout, il y a un troisième homme qui est arrivé là, un triumvirat, c'est Gideon Katz, le ministre des Transports, qui finalement... Israël Katz, qui finalement... est utile pour Benjamin Netanyahu parce que Israël Katz, c'est un peu le recruteur de voix au comité central du Likoud et ce qui permet de tenir le Likoud. Alors il y a un nouveau triumvirat, très imprégné dans le terrain, Israël Katz et Ya'alon. Voilà. Voilà, et puis une question que se pose ce matin le Haaretz et Israël Hayom, c'est les leçons qu'on doit tirer de cet épisode politique. Oui, Israël Hayom titre la tempête Sa'ar. Pour le moment, ce n'est pas un séisme politique, c'est simplement une tempête. Dan Margalit, dans Israël Hayom, dit que finalement la goutte d'eau a fait déborder le vase. Et qu'est-ce que c'est que la goutte d'eau? Le départ de Gideon Sa'ar a fait du Likoud le second groupe parlementaire. Mais pour lui, ce n'est pas le plus important. Les deux départs de responsables du Likoud, Kahlon et Sa'ar, et peut-être celui d'un troisième Erdan, sans compter, dit-il, le visage crispé de Sylvain Jalom, qui a une position assez ambiguë au sein du Likoud, laisse penser que le processus qui a vu le démantèlement des travaillistes est à l'œuvre au Likoud. Vous vous souvenez qu'après, lorsque les travaillistes ont quitté le pouvoir, une partie des barons travaillistes sont partis à Kadima et le parti travailliste ne s'est pas encore relevé de cette tempête politique. Alors Haaretz nous donne, lui, une leçon de science politique. Yossi Werther titre dans son éditorial « Le départ de Sa'ar prouve de nouveau que rien ne peut prospérer sous Netanyahou ». Alors, vous l'avez dit, deux mots n'ont pas été entendus dans le discours de départ de Gideon Sa'ar, c'est Benjamin et Netanyahou, le ministre qui était jusqu'à présent qualifié de proche et homme de confiance du Premier ministre qui lui a constitué ses gouvernements et l'a aidé aussi à faire échouer cette tentative de constituer un gouvernement d'union nationale à l'époque, n'a pas daigné évoquer le nom de son patron. Alors encore une fois, il y a derrière tout ça quelqu'un, un personnage, et le personnage c'est Sarah Netanyahou apparemment, qui a eu une influence sur l'éviction de Gideon Sa'ar entre guillemets et peut-être a permis la montée d'Israël Katz à la place de Gideon Sa'ar. Yitzhak Levon, un mot sur cette affaire. Vous êtes d'accord avec le titre de Haaretz? Rien ne pousse à l'ombre de Binyamin Netanyahou? Regardez, moi je lis tous les titres, je peux être d'accord et en désaccord avec certains, mais ce que je vois en général, en gros, c'est un jeu politique interne qui est traditionnel. Ce n'est pas quelque chose de particulier, disons. C'était lorsque Benny Begin et Meridor aussi, ils ont été contraints à démissionner. On a eu la même chose, même Kahlon. Donc, je crois que c'est un jeu interne. Tout personnage qui est le Premier ministre ne va pas permettre à d'autres de pousser à côté de lui. Sinon, il est intéressé de faire pousser quelqu'un qui soit son dauphin. Ce n'est pas le cas chez Bibi Netanyahou. Donc je crois c'est la règle du jeu politique. C'est la règle du jeu politique. Je crois que si on veut juger... Il ne transgresse pas ces règles-là, Binyamin Netanyahou, de temps en temps. Ça dépend du personnage. Je parle de Bibi Netanyahou. Si on veut décider du futur de Bibi Netanyahou et du Likoud, il faut chercher la raison ailleurs. Et moi, je suis d'accord que le Likoud, il est en baisse. On en reparlera avec vous, Maurice, dans cette édition de cette tempête Sa'ar. On parle à présent de ce phénomène qui prend de l'ampleur. Je vous le disais en titre, l'exode de milliers d'habitants de la bande de Gaza ces dernières semaines. Ils tentent, au péril de leur vie, de rejoindre les côtes européennes. Et cette semaine, un naufrage en Méditerranée a mis en lumière ce phénomène. Il s'agit sans doute du naufrage le plus grave de ces dernières années. Le point en image. Même scénario tragique qui se répète depuis plusieurs semaines. Mais le naufrage il y a quelques jours d'une embarcation de fortune partie des côtes égyptiennes semble être l'un des plus graves de ces dernières années. L'Organisation internationale pour les migrations a recueilli les témoignages de 2 Palestiniens rescapés du naufrage, sauvés par un porte-conteneur panaméen. Selon leurs déclarations, l'embarcation serait partie le 6 septembre dernier de Damiette en Égypte, avec à son bord 500 réfugiés de Syrie, d'Égypte, du Soudan et de Gaza. Les passeurs auraient obligé les clandestins à changer plusieurs fois d'embarcation, jusqu'à provoquer une rébellion. En réponse, les trafiquants auraient volontairement coulé l'embarcation. Les autorités italiennes ont ouvert une enquête dans ce que l'Organisation internationale des migrants nomme un homicide de masse. Dans le même temps, la marine italienne a rapporté lundi avoir secouru quelques 2380 personnes au cours du week-end. Des candidats au départ toujours plus nombreux et qui transitent le plus souvent par la Libye pour rejoindre les côtes européennes. La Libye, où l'anarchie a laissé le champ libre aux passeurs, est devenue la plaque tournante du trafic de migrants africains. En visite dimanche au centre de secours en mer de Malte,
Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Antonio Guterres, a plaidé pour un effort réellement collectif de l'Europe afin d'éviter que de nouvelles vies ne soient perdues à ses portes. Selon l'ONU, plus de 2200 personnes ont péri ou ont été portées disparues en tentant de franchir la Méditerranée depuis le mois de juin dernier. 130 000 personnes sont arrivées en Europe par la mer depuis le 1er janvier. Voilà, des images difficiles évidemment, c'est une véritable tragédie que vivent ces migrants qui tentent, on l'a dit, au péril de leur vie, de rejoindre cet Eldorado européen. Et ce phénomène nouveau se sont joints à ces milliers de migrants, donc des Palestiniens de la bande de Gaza. Ali Waked, ils seraient combien à avoir tenté leur chance? Bon, selon les nombres et selon les recherches faites par des centres de sondage palestiniens et autres, au moins le tiers de la jeunesse palestinienne à la bande de Gaza souhaite quitter la bande de Gaza. Barbara, on parle d'un taux de chômage qui touche les 50%, et selon les Gazaouis, le taux il est beaucoup plus élevé si on écarte le chômage dissimulé, le fait que 2-3 personnes font le même boulot dans un bureau gouvernemental. Oui. Mais s'il y a un lien à la dernière guerre qu'on a vue à la bande de Gaza, c'est le fait qu'il y a des dizaines, des milliers de Palestiniens qui, depuis 2 mois, ne touchent aucun salaire. C'est vrai que les fonctionnaires et les hommes de sécurité du Hamas dans les derniers mois ne recevaient pas leur salaire d'une façon ordonnée, mais le fait que depuis 2 mois, ils ne touchent rien, mais carrément rien, 0 shekel par mois, signifie qu'il y a des dizaines de milliers de familles qui se sont ajoutées à ce taux de chômage, et de ces dizaines de milliers, il s'agit de centaines de milliers de Palestiniens, parce qu'une famille palestinienne à la bande de Gaza compte 6, 7, voire peut-être plus de personnes. Donc si on parle de 60 000 hommes de sécurité et fonctionnaires du gouvernement du Hamas qui ne touchaient rien, donc on parle maintenant des chiffres beaucoup plus importants. Mais avant, il y avait les tunnels, Barbara, qui laissaient les Palestiniens tenter leur chance d'avoir un travail précaire vers l'Égypte, ou quitter l'Égypte puis retourner toujours vers les tunnels. Maintenant, même cette voie vers l'étranger, elle est bloquée, et la mer reste apparaître. On va voir la carte, Ali Itrak, Levanon et Maurice, de ce parcours très difficile que mènent ces Gazaouis pour quitter le territoire. Ils partent donc de Rafah, côté palestinien, pour rejoindre via des tunnels souvent, ou par la mer également, Rafah côté égyptien, puis Port Saïd en Égypte, Alexandrie, et de là prendre le large pour essayer de rejoindre les côtes européennes. C'est un parcours extrêmement dangereux. Est-ce que fuir Gaza, à votre avis, représente un danger aussi? Une seconde. Auparavant, je voudrais savoir pourquoi vous avez dit que c'est un nouveau phénomène. Ce n'est pas un nouveau phénomène. Ce phénomène existe dans tous les pays du bassin méditerranéen. Des gens qui fuient vers l'Europe. C'est pas pour les Gazaouis. L'emploi de la mer par les Gazaouis, c'est pas pour les Gazaouis, je m'excuse, mais c'est pas pour les Gazaouis. Par exemple, vous prenez le cas d'hier. Les autorités égyptiennes à Alexandrie, ils ont arrêté 250 personnes qui essayaient de fuir. Il y a 4 Palestiniens et 150 Égyptiens. Même dans votre reportage, la majorité n'est pas des Gazaouis. Donc je fais la distinction entre la situation qui est intenable à Gaza, c'est vrai, à cause de plusieurs raisons. Et j'ajoute à ce que Ali a dit, la façon dont Hamas gère les situations là-bas, c'est un point de fer. Enfin, ils sont très forts là-bas sur place. Donc je comprends carrément que les Gazaouis veulent chercher l'Eldorado, comme vous le dites. Mais ce n'est pas un nouveau phénomène, c'est un phénomène que l'Europe est en train de faire face, surtout le bassin méditerranéen. Alors justement, parlons des raisons de cet exode. Elles sont pour vous identiques à ces milliers de migrants qui arrivent de tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire un exode économique avant tout, ou c'est aussi pour fuir la dictature du Hamas, comme l'évoque Itrak Levanon? Non, en première place, c'est un exode d'ordre économique, mais la dernière guerre et la conduite du Hamas a laissé savoir les Gazaouis qu'il n'y aura pas un vrai changement dans leur vie quotidienne, et que l'avenir de la bande de Gaza sera d'une façon ou d'une autre soumise encore à la volonté du Hamas, à la présence du Hamas. Une déception de la population du Hamas après cet énième conflit? Mais la déception, elle était toujours
là, le fait que les Palestiniens ont voulu ce changement, le fait que les Palestiniens avaient un grand espoir dans ce gouvernement de technocrates formé par le Hamas et par le Fatah, et on a découvert très rapidement que le Hamas n'avait pas une vraie volonté à laisser ce gouvernement réussir, mais il voulait encore saisir le coup à la bande de Gaza, continuer à contrôler la vie de 1,8 million de Palestiniens vivant là-bas. Donc les Palestiniens, surtout la jeunesse, Barbara, a très bien compris qu'un changement n'est pas prévu dans le proche avenir. Alors justement, un de ces jeunes candidats à l'exode déclare « Je préfère mourir en mer que de mourir de désespoir et de frustration à l'intérieur de la bande de Gaza ». C'est précisément. Est-ce que tout de même, Yitzhak Levanon, diplomate israélien, Israël peut rester indifférent à ce phénomène malgré le conflit qui l'oppose au Hamas? Je ne comprends pas pourquoi il faut blâmer Israël automatiquement sur la situation. Je crois que la raison principale du fait que les Gazaouis veulent quitter, c'est d'avoir perdu espoir du système de Hamas sur place. C'est carrément. Ce n'est pas seulement la question économique. Lorsque vous faites, par exemple, des sommations sommaires, enfin des exécutions sommaires, oui. Lorsqu'on les oblige de les mettre comme comment dirais-je, enfin, pendant la guerre de Gaza, il y a 2000 personnes, des civils qui ont été tués, les gens perdent espoir du système de Hamas. Hamas ne cherche pas à solutionner la population. Donc, venir automatiquement et blâmer Israël, nous, on est prêts, on a déjà dit, et on va le faire. Reconstruire Gaza, c'est pour cela qu'on est arrivé à un accord avec les Palestiniens, l'autorité palestinienne et les Nations Unies pour récupérer, pour restaurer, pour reconstruire Gaza. Maurice Fergan. Je voulais relever que c'est aussi un commerce florissant, cette immigration, parce qu'il y a eu un reportage cette semaine dans la presse israélienne d'un jeune qui était candidat justement au départ, qui avait raconté que ça coûtait beaucoup d'argent. 4 000 $ à peu près. À peu près, et il avait témoigné que finalement, il avait dû travailler dans la construction des tunnels, être payé par le Hamas pour pouvoir financer son départ. Je veux dire, c'est pas non plus on monte sur une barque et on s'en va. Évidemment, justement, à ce propos, l'autorité palestinienne a accusé officiellement le Hamas de participer à ce trafic et de partager finalement ces 4 000 $ avec les passeurs. Est-ce que c'est vrai? Parce que les tunnels sont la source peut-être la plus importante pour les revenus du gouvernement du Hamas. La population palestinienne accuse des dirigeants du Hamas, voire des membres qui sont des membres de famille des dirigeants du Hamas qui sont à la tête de cette industrie des tunnels. Mais vous savez, la volonté de quitter les territoires palestiniens ne se réduisent pas à la bande de Gaza. Ils sont presque pareils aussi pour la Cisjordanie, Barbara. Mais il faut comprendre, dans le contexte politique, quitter le territoire palestinien quand les Palestiniens sont encore en conflit avec Israël, c'est un acte qui exige de franchir quelques barres psychologiques et philosophiques très importantes. Et là, du coup, on voit que les Palestiniens n'hésitent pas à franchir ces barres. C'est-à-dire quitter un endroit de conflit, donc affaiblir les Palestiniens dans leur affrontement, dans leur confrontation avec Israël, ça montre le désespoir qui est très profond. Allez, une petite question. En supposant que ces gens-là auraient, réussi à arriver, il n'y aurait pas ce naufrage, on ne saurait pas discuter cette question aujourd'hui, ce matin. On n'en aurait pas discuté cette question. Monsieur Levanon, sur les réseaux sociaux, on voit tellement une discussion, avant même cet incident, entre des jeunes qui disent que maintenant, le fait que les points de frontière avec l'Égypte ne sont pas ouverts comme le Hamas a promis au moment où le cessez-le-feu a été déclaré, et la discussion... C'est de nouveau Hamas. Et le problème, c'est la question autour de l'immigration, est-ce que c'est moral? Est-ce que ce n'est pas moral? Est-ce que ça contribue à renforcer l'occupation ou non? C'est une discussion qui a commencé. Le Hamas qui a bien sûr l'intérêt de cacher même cette discussion, parce que cette discussion prouve qu'il y a un désespoir, que tout le monde le savait, mais tout le monde ne voulait pas le toucher. Alors, tout le monde ne voulait pas le faire sortir. Pour finir sur ce sujet, le mot de la fin, vous, Yitzhak Levanon, voilà, ça écorche l'image du Hamas, ces jeunes qui quittent, qui veulent quitter Gaza. Mais est-ce que le Hamas, au contraire, va pas essayer d'utiliser politiquement ce phénomène? Il utilisera, Hamas fera tout pour rester dans le pouvoir. Il est en train de se disputer avec Abou Mazen, Mahmoud Abbas, il est en train de se disputer avec nous, avec tout le monde, pour rester sur place à Gaza. Je crois que le vrai problème, c'est la façon dont Hamas a géré et il gère la situation
situation. Et je comprends parfaitement le désespoir de ces jeunes. Ouais. Ils n'ont aucun espoir. Voilà, c'est un sujet dont on reparlera très certainement. Je voudrais, avec votre permission, aborder un autre dossier. Ce matin, on se dirige vers le nord d'Israël. Vous le savez, à la frontière syrienne, les combats se poursuivent. À la frontière libanaise, le Hezbollah se renforce. Et au milieu de tout ça, ce qu'on appelle les forces d'interposition de l'ONU. Maxime Perez a rencontré l'un des représentants de la FINUL, les soldats de l'ONU au Liban Sud. Regardez. 36 ans que les casques bleus de la FINUL sont déployés au sud Liban. Une mission délicate en terrain miné, parfois hostile. Pourtant, depuis 2006 et la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah, la donne a changé. Contre toute attente, le calme perdure et la force d'interposition onusienne semble satisfaite de son travail. Notre mission, notre principal mandat, c'est de veiller au maintien du cessez-le-feu, de travailler aussi en étroite coopération avec l'armée libanaise, à laquelle nous portons assistance dans le sud du pays. Et bien sûr, nous veillons à ce que le sud Liban ne soit pas investi par des groupes armés. Empêcher surtout le réarmement du Hezbollah, un vœu pieux d'Israël depuis la fin des hostilités en 2006. L'organisation chiite libanaise, que ce porte-parole de la FINUL évite de citer, a reconstitué un impressionnant arsenal de guerre. Des armes qui, selon l'armée israélienne, seraient stockées dans les quelques 200 villages que compte le Sud-Liban. Depuis que des casques bleus ont été pris à partie il y a quelques années, la force onusienne y est indésirable. Alors, pour faciliter le contact avec la population, la FINUL s'en remet à l'armée libanaise. Bien sûr que nous avons des contacts avec des chefs de village et des chefs religieux au sud Liban. 90% de la population est chiite et c'est évident que certains appartiennent au Hezbollah, au groupe Amal ou à d'autres factions. Nous avons donc des contacts avec eux, liés évidemment à leur activité et à notre mission. Ce sont justement ces activités qui posent aussi problème à Israël. Ces dernières semaines, des hommes armés ont été identifiés tout près de la clôture de sécurité. Au sein des renseignements militaires de Tsahal, on n'exclut pas que cette présence augure de préparatifs de Hezbollah en vue d'une attaque. De ce qu'on peut constater sur le terrain, il n'y a pas eu d'afflux ou de mouvement de troupes autres que celles de la FINUL ou de l'armée libanaise. Et c'est une chose à laquelle nous veillons de manière quotidienne. Il y a eu récemment quelques incidents avec ces tirs de roquettes et les ripostes israéliennes, mais à chaque fois, nous avons très rapidement repris le contrôle de la situation. La FINUL mène chaque jour près de 400 patrouilles au sud Liban, de plus en plus souvent avec les forces armées libanaises. Avec un contingent de 12 000 hommes aujourd'hui, la force onusienne a indiscutablement contribué au maintien du calme à la frontière avec Israël. Mais saura-t-elle éviter la prochaine guerre ? Voilà, c'est la grande question qu'on se pose en Israël. Israël Levanon, je rappelle que vous êtes diplomate israélien, notamment à l'ONU, vous connaissez bien ces institutions. Est-ce que ces soldats onusiens, ils servent à quelque chose ? Oui, la bonne vie, oui. Regardez, l'expérience qu'Israël a avec l'institution des Nations Unies, enfin les différentes forces, elle est négative, elle n'est pas positive du tout. Et ces forces-là peuvent être efficaces, même très efficaces, dans une seule condition, lorsque les antagonistes le veulent. Mais dès l'instant qu'une des deux antagonistes change, ils ne peuvent rien faire. Je vous retourne à l'année 1967 avec l'Égypte. Nasser a demandé aux forces de l'ONU qui étaient entre nous et Israël de quitter les places. Si l'ONU, si Dag Hammarskjöld, qui était le secrétaire général des Nations Unies, aurait refusé, probablement que la guerre des 6 jours n'aurait pas éclaté. Mais c'est le cas. On l'a vu à la FINUL, on l'a vu au Golan, on l'a vu avec l'Égypte. Donc je crois que c'est un phénomène qui peut être efficace seulement lorsque les deux parties le désirent. Nous et la partie syrienne, nous et la partie libanaise et la partie égyptienne. Mais dès l'instant qu'un des deux le refuse, je crois qu'ils ne sont pas efficaces. Par exemple, dans toutes les guerres entre Israël et le Liban, ils ont même, les gens de Hezbollah, ils ont tiré à 100 mètres des positions de la FINUL. Ils n'ont rien fait. Moi, j'ai participé dans les discussions à Nakoura, en territoire libanais. Et, les Nations Unies, c'était avec la France, c'était avec les États-Unis, Israël, la Syrie et le Liban. Les gens qui étaient dans la salle, les gens qui aidaient, disons, cette force-là, c'était des gens de Hezbollah. Je parlais avec eux arabes, ils m'ont emmené des Manaïches. Ouais, les gens de Hezbollah, c'était là-bas. Donc, je crois que l'efficacité, elle est seulement possible si nous et eux le désirent. Eux, c'est
la partie antagoniste. Alors, pire que de laisser faire peut-être au sud Liban, on voit une autre situation en Syrie. Depuis que les conflits se sont intensifiés aux portes d'Israël, eh bien, ces soldats de l'ONU ont quitté quasi totalement cette zone en Syrie. Est-ce que ça représente un vrai danger, ce vide ? Ça représente le changement qui a eu lieu dans cette région. Cette force avait pour mission d'essayer de séparer les deux armées, l'armée israélienne et l'armée syrienne. Désormais, ce n'est plus l'armée syrienne qui est sur place, ce sont des groupes djihadistes qui n'ont pas hésité d'enlever, de kidnapper les représentants de ces forces. On a vu ce qui s'est passé avec le groupe fidjien dans cette région. Mais on peut pas juger de la même manière, de la même mesure, ce qui se passe au sud du Liban avec ce qui se passe au Golan. Au sud du Liban, il y a toujours l'armée libanaise, même si le Hezbollah, à cause du fait qu'il est un peu plus plongé dans le conflit syrien, n'essaye pas de renouveler ses activités, contrairement à ce que disent certains médias israéliens dans le contexte budgétaire, sur la discussion sur le budget de l'armée israélienne. Que le Hezbollah se renforce, c'est ce que disait. C'est ce que disait. Le Hezbollah n'a pas renoncé le conflit avec Israël, n'a pas renoncé le fait qu'il faut se renforcer dans cette région, mais pour le moment, le mouvement chiite a ses priorités, et les priorités pour le moment, Israël vient au moins dans la 3e place après la Syrie et après l'Irak. En tout cas, si on essaye de se projeter, Yitzhak Levanon, dans un scénario peut-être trop noir, mais ce vide laissé par ces soldats de l'ONU sera forcément comblé. En Syrie, on l'a vu, ce sont par ces djihadistes, par ces rebelles, et au Liban, peut-être, par le Hezbollah une nouvelle fois. Est-ce qu'Israël va laisser faire? Est-ce qu'Israël pourrait réinvestir ces zones tampons à ses frontières? Regardez, je vous retourne de nouveau, Barbara, à l'année 67. Dès l'instant que Nasser a demandé le départ de ces forces-là, la chose immédiate qui est arrivée sur le champ, sur le terrain, c'est une confrontation entre les deux armées, égyptienne et israélienne, parce qu'il n'y avait aucune force tampon entre les deux. Donc ça a élevé la probabilité, disons, d'une guerre entre les deux. Ouais. C'est automatique. Ouais. Aujourd'hui, l'UNIDO, par exemple, qui se trouve au Golan, ils ont quitté, pour leur raison, parce qu'ils sont à découvert contre Jabhat al-Nusra et tous ces gens-là. Ça nous met, nous, à découvert avec ces groupes-là. Donc, ça nous oblige à prendre des précautions, ça nous oblige de prendre certains actes pour nous défendre ou pour voir ce qui va se passer dans le futur. Donc, il y a une confrontation, il y a d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et eux. Donc, ça élève un tout petit peu la probabilité ou la possibilité de certaines confrontations. Nous, on pense que l'autre partie, elle ne veut pas, disons, tirer Israël vers... Pas encore. Pas encore pour l'instant. Mais pour l'instant. Ceci ne veut pas dire que le Hezbollah n'a pas suffisamment d'armes. Ceci ne veut pas dire qu'il se renforce encore plus. Ceci ne veut pas dire que l'Iran ne l'aide pas. Et ceci ne veut pas dire que Jabhat al-Nusra, demain ou après-demain, pourrait faire quelque chose contre Israël. Merci. Le moment où le Hezbollah décide d'attaquer, les forces internationales n'auront aucune influence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve, Yitzhak Levanon, après un nouveau journal. Merci beaucoup, Maurice. On parlera évidemment du référendum qui a lieu aujourd'hui en Écosse. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Yitzhak Levanon, nous sommes toujours en votre compagnie. Rebonjour. Rebonjour et bonjour à Bethsabée. C'est une journée historique aujourd'hui pour le Royaume-Uni. Les yeux de la planète sont rivés ce matin vers Édimbourg. Les Écossais doivent s'exprimer pour ou contre leur indépendance, le détachement à la Grande-Bretagne. Bethsabée, on va passer en revue ce que dit la presse. Ce matin, on va en apprendre beaucoup. Vous nous avez fait une petite sélection des thèmes les plus accrocheurs. Exactement, avec par exemple non plus l'Écosse survivra-t-elle à une indépendance, mais cette variante, la Grande-Bretagne, pourra-t-elle survivre à une victoire du non? C'est la question que pose outre-Atlantique le New Yorker. Le journal, constatant donc l'avance du non dans les sondages, affirme bien que la Grande-Bretagne, non, ne sortira pas intacte de ce référendum. Autre thème apprécié, la reine, bien sûr, la reine dans la tourmente, qui, à la sortie de la messe, conseille aux badauds de bien réfléchir à l'avenir avant de voter. La petite phrase a fait l'effet d'une bombe, avait écrit le Figaro. Qu'elle se rassure, les nationalistes ont dit qu'elle resterait la reine des Écossais, si ce n'est pas la reine de l'Écosse. Alors, la reine des Écossais, se demande le Washington Post. Si l'Écosse devient indépendante, la question de la monarchie
se pose, bien sûr, mais le quotidien de rassurer la reine. Alors lui, à sa façon, elle pourra garder son magnifique château en Écosse, car elle resterait de toute façon à la tête d'une Écosse même indépendante. Autre héros des articles, Alex Salmond. Mais qui est Alex Salmond? C'est bien sûr le chef des indépendantistes et a priori rien d'un nationaliste radical. C'est ce que nous dit le site de France Info. Il est peu friand de kilt, de porridge ou encore de la série Braveheart. Et il prône même le maintien de la monarchie en Écosse, et cela aux grandes dames bien sûr de l'aile dure de son parti. Sean Connery aurait dit de lui: le jour de notre rencontre, son enthousiasme et son intelligence m'ont impressionné, mais Salmond est aussi connu pour son arrogance et son mauvais caractère. D'ailleurs, pour Le Monde, ce serait même un Robespierre écossais reconverti au pragmatisme. En cas de victoire du oui, il sera difficile de ne pas voir en lui l'artisan central d'une victoire qui encore, il y a quelques mois, semblait Barbara hors de portée, bien sûr. Isaac Levanon, à votre avis, c'est le oui ou le non qui va l'emporter? Je ne peux pas juger. D'après les sondages, c'est bien serré, c'est 51% face à 49%. Mais le fait, c'est que même si ça ne va pas passer, même si le non va réussir, il y aura plus de 45% des Écossais qui vont voter pour, en faveur. Donc ça va obliger Londres à changer sa politique vis-à-vis de l'Écosse, après 3 centenaires. Disons, à mon avis, avec certains pouvoirs d'autonomie élargis, ou bien d'autres choses pour amadouer un tout petit peu ce nationalisme écossais. Si ça va, oui, passer, l'Écosse sera face à des difficultés, à mon avis, que ce soit économique, sociale et même politique. Elle devrait prendre tout de zéro. La réintégration au sein de l'Europe, au sein de NATO, de l'OTAN, que ce soit au sein des Nations Unies, la reconnaissance internationale, tout ce procédé-là peut prendre un certain temps. Donc, à mon avis, il faut attendre un petit peu jusqu'à demain matin pour savoir si c'est oui ou non. Voilà, les bureaux de vote ferment 22h heure locale. On en saura plus effectivement dans la nuit. Bethsabée, vous êtes plongée aussi dans la façon de voir comment la presse voit les Écossais. Ah oui, alors les Écossais, c'est par exemple la vie en roue pour Courrier International. Photo à l'appui, vous allez le voir. Et chiffre à l'appui aussi, 13% des Écossais arborent des tignasses flamboyantes de ce genre, quand la proportion de roues sur la planète est de seulement 1%. Elle ne dépasse pas 10%, même en Irlande. Édimbourg serait... Ça vous interpelle, Isaac Levanon? Non, tout simplement, j'ai une petite fille qui est rousse. Elle est écossaise? Non, elle est israélienne, mais elle est très belle. Ça n'arrive pas qu'à elle est très belle. J'adore le roux. Alors, Édimbourg serait la capitale mondiale de la rousseur. Avec ce record, 40% de ses habitants sont portés du jeune responsable. Alors, l'Écosse, ce n'est pas que cela, bien sûr, Barbara. C'est aussi Nessie, le petit nom du monstre du Loch Ness, ou encore les kilts, le whisky et, the last but not the least, Sean Connery. Ce sont les mots-clés annoncés par Courrier International quand il a lancé un quiz à l'occasion de la campagne pour le référendum. Et puisqu'on parle de Sean Connery, bien sûr, le marronnier écossais de ces dernières semaines, les stars se sont investies, elles aussi, dans la campagne, annonce Libé parmi tant d'autres, avec dans le camp du oui, un petit rappel, on a James Bond qui n'est pas seul, avec depuis Ken Loach au pape, Barack Obama ou encore le Premier ministre chinois. Dans le camp du non, James Bond versus James Bond, on a Roger Moore, Bowie, encore Mick Jagger et Sting. Et alors sur place, en Écosse, les journaux s'accrochent, comme hier, le Scottish Herald, avec 4 points seulement de différence entre le oui et le non. Il y a de quoi être optimiste, prenait le journal. Et puis au pire, Barbara, il y a ce serment présenté sous la forme d'un parchemin jauni présenté par Le Monde, signé par donc le Premier ministre conservateur Cameron, le chef du parti travailliste Miliband et encore le vice-premier ministre libéral-démocrate Nick Clegg. Il promet plus de pouvoir au Parlement écossais en cas de victoire du non à l'indépendance. Vous savez, les 4%, c'est la marge d'erreur. Oui. Ça peut arriver, hein? En statistique. Par mégarde. Ah oui, en statistique. Allez, on va tenter d'y voir plus clair avec Amandine Alexandre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous vous trouvez à Londres en ce moment. Alors, on est dans une situation, on l'a dit, qualifiée de too close to call. Les derniers sondages sont trop serrés pour pouvoir se prononcer. Ce qui va jouer, faire peser la balance, ce sont ces 9% d'indécis?
Oui, ce sont les indécis. Les femmes sont plus indécises que les hommes et vraisemblablement également plus hostiles à l'idée d'une Écosse indépendante. Et puis voilà, c'est une inconnue. C'est le premier référendum qui se déroule en Écosse depuis donc l'Écosse fait partie du Royaume-Uni. Ça fait maintenant 307 ans. Et dans la balance, eh bien, il y a l'économie, évidemment, la devise que pourra avoir l'Écosse. Les indépendantistes sont persuadés qu'ils pourront conserver la livre et en même temps rejoindre l'Union européenne, et le gouvernement britannique leur affirme que non, que ça n'est pas possible et qu'il faudra faire un choix et assumer le choix de l'indépendance. Donc voilà, toutes ces questions vont être tranchées aujourd'hui par les Écossais. 4 300 000 Écossais et résidents écossais se sont inscrits pour participer à ce scrutin. Les 16-17 ans, exceptionnellement, eh bien, auront aussi le droit de glisser un bulletin dans l'urne, et on s'attend à ce que le taux de participation atteigne un niveau absolument inédit ici en Grande-Bretagne. Alors vous l'avez dit, les derniers sondages donnent le non en tête, une courte tête, mais les indépendantistes restent intimement persuadés que les Écossais vont saisir l'opportunité qui leur est donnée de créer leur propre pays. Les Écossais commencent à voter dans une dizaine de minutes. Ils ont jusqu'à 22 heures pour s'exprimer et le résultat sera connu vers 8 heures du matin, heure locale. Voilà, résultat donc demain matin. Et si le oui l'emporte, Amandine, est-ce qu'il faut craindre le morcellement de l'Empire britannique tout entier? Est-ce que le Pays de Galles, par exemple, pourrait s'en inspirer, vouloir devenir indépendant lui aussi? Alors c'est un petit peu trop tôt pour l'affirmer. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que tout d'un coup on va se rendre compte que finalement cette union entre l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, l'Angleterre, c'est une union beaucoup plus fragile que ce qui paraissait jusqu'à présent. Au Pays de Galles, pour l'instant, ce sont les travaillistes qui sont au pouvoir. Le parti indépendantiste n'a pas la majorité et pour l'instant, on n'a pas entendu aucune velléité indépendantiste ne s'est exprimée en provenance du Pays de Galles. Donc pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour vous dire ce qui se passera dans les prochaines années. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement ici à Londres attend le résultat de ce référendum avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'appréhension. Et on a vraiment l'impression que c'est un jour historique pour l'ensemble du Royaume-Uni. Et ça fait 2 semaines que tous les yeux sont rivés sur l'Écosse et que c'est le sujet en fait qui domine complètement l'actualité depuis maintenant 15 jours. Voilà, journée historique évidemment, vous l'avez dit. Londres regarde du côté d'Édimbourg, vous l'avez dit de façon anxieuse. Un mot de ce serment signé par les 3 dirigeants politiques britanniques. Est-ce que ces promesses qu'ils ont faites aux Écossais va suffire à les convaincre de rester ? Alors, je ne sais pas très bien, j'en doute, à vrai dire, parce que ces promesses, finalement, c'est vrai qu'elles avaient été formulées il y a déjà plusieurs mois, au mois de juin, mais on ne peut pas dire que les Écossais étaient véritablement au courant de ces promesses. Elles ont été reformulées la semaine dernière, quand les sondages ont montré que l'écart entre le oui et le non, que cet écart diminuait. Et aujourd'hui, beaucoup d'Écossais vous disent « mais c'est dommage, pourquoi est-ce que ces promesses, finalement, elles n'ont pas été faites plus tôt et pourquoi est-ce que nous n'avons pas l'opportunité de nous prononcer aujourd'hui sur la possibilité d'être encore plus autonome vis-à-vis de Londres ?» C'était d'ailleurs le souhait du leader indépendantiste, Alex Salmond. Il voulait en fait que les Écossais puissent se prononcer soit à la fois pour ou contre l'indépendance et pour ou contre plus d'autonomie vis-à-vis de Londres. Et le gouvernement britannique a dit aux Écossais non, ça n'est pas possible, le référendum doit trancher une fois pour toutes la question de l'indépendance. Et évidemment, à l'époque, le Premier ministre ne s'attendait pas à cette montée du mouvement indépendantiste et il ne s'attendait pas à ce que le résultat soit aussi serré que ce qui pourrait l'être. Amandine, Alexandre, on va vous laisser aller travailler pour cette journée qui, on l'imagine, va être très chargée pour vous. On le répète, les bureaux de vote ouvrent dans quelques minutes en Écosse. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, dans les territoires palestiniens, en tout cas, on suit avec intérêt ce processus, car les Palestiniens espèrent bien sûr pouvoir suivre un jour la même voie, arriver à l'indépendance. En attendant, c'est avec la musique écossaise que les Palestiniens affichent leur nationalisme. Léa Berdugo. Un défilé au son des cornemuses et des tambours, une vingtaine de scouts rassemblés autour de la musique écossaise. La scène ne se passe pas dans les Highlands, mais en Cisjordanie. Le référendum sur l'indépendance de l'Écosse qui se tiendra jeudi en inspire plus d'un, comme Khaled, qui s'identifie au peuple écossais.
En tant que Palestinien, je vis sous l'occupation et je connais les souffrances infligées par l'occupant. Donc nous espérons que le peuple écossais vivra libre dans son État, dans une entité indépendante. La cornemuse fait donc ici figure de symbole de la résistance. Cet instrument a été introduit dans les territoires palestiniens par les Britanniques durant leur mandat. Ils ont également implanté le scoutisme avec un certain succès. La ville de Bet Jala, majoritairement chrétienne, compte 800 scouts pour 16 000 habitants. Et aujourd'hui, le scoutisme palestinien a clairement pris une dimension nationaliste. On joue l'hymne national palestinien, des chansons palestiniennes. On exprime le fait qu'on aime notre pays. On joue l'hymne national à chaque concert. C'est une preuve de notre amour du pays, une façon d'exprimer nos sentiments. La troupe multiplie également les actions de soutien. Il y a quelques mois, les scouts ont par exemple participé à la grève de la faim entamée par des prisonniers détenus en Israël, un moyen culturel pour un but politique ou quand la musique sert de symbole nationaliste. Yitzhak Levanon, est-ce qu'on peut comparer la volonté d'autonomie et d'indépendance des Écossais à la volonté d'indépendance des Palestiniens? À mon avis, non. Mais carrément non. Il n'y a aucune comparaison à faire. Parce que, sur le plan politique, il y a une décision, en principe, qui a été acceptée, c'est qu'il y aura un État palestinien à côté d'un État juif israélien. Donc, l'idée d'avoir un État, elle existe. On est en train, disons, de travailler sur cette voie-là pour y arriver. Donc, il n'y a aucune raison. Et secondo, ce que je viens d'entendre ici dans le reportage, c'est qu'il parle qu'il veut se libérer de l'occupation israélienne. Je ne crois pas que l'Écosse pense qu'elle est sous occupation britannique. Non. Et le dernier point, je crois que bien avant les Palestiniens, les Catalans ils sont en train de regarder l'Écosse, et c'est Québec qui est en train de regarder l'Écosse, c'est la Corse qui est en train de regarder, ce sont les Tamils aux Philippines, c'est même la Belgique qui est en train de regarder. Donc laissons les Palestiniens de côté. Les Palestiniens pourraient organiser un référendum pour se déclarer sur leur indépendance. Est-ce que ça changerait quelque chose? Les Palestiniens, est-ce que ça changerait quelque chose dans les faits s'ils s'expriment pour une indépendance par référendum? Ils se sont exprimés, tout le monde l'a accepté, Israël a accepté d'avoir un État indépendant palestinien. La seule chose que les Palestiniens peuvent faire, c'est retourner à la table des négociations pour qu'on puisse finaliser cet acte. Il n'y a aucune comparaison à faire. Ils ne sont pas sous occupation, disons comme le résultat par exemple à Kosovo, en Serbie, etc., qui est le résultat d'une guerre et le démantèlement d'un État à la Yougoslavie, ce n'est pas le cas du tout. C'est un cas particulier pour Israël et pour les Palestiniens, mais la voie, elle est claire, donc il n'y a aucune comparaison avec l'Écosse. Alors la seule solution pour vous, c'est que les Palestiniens retournent à la table des négociations, c'est pas... Nous et eux, oui, ensemble, évidemment, on négocie toujours discuter. à deux. Par contre, ce n'est pas ce que semble vouloir faire le président palestinien. On rappelle que la semaine prochaine se tient l'Assemblée générale des Nations Unies. Mahmoud Abbas y fera un discours très attendu et il pourra annoncer un calendrier pour déclarer l'indépendance de son pays. Est-ce que là encore, ça va changer quelque chose? À mon avis, rien du tout. Parce que l'Assemblée générale des Nations Unies ne peut pas obliger aucun État. Le Conseil de sécurité, il a le droit de veto. Donc je crois que Abou Mazen, Mahmoud Abbas est en train de faire une erreur additionnelle d'y aller aux instances internationales. Il a une voie qui est très courte, c'est entre Ramallah et Jérusalem. Elle est beaucoup plus efficace, elle pourrait prendre des fruits et le plus vite possible si on peut arriver à une entente entre les deux. Il faut montrer une certaine flexibilité des deux côtés et rester sur, disons, sur leur position de chaque côté, d'Israël aussi, n'amènera à rien du tout. Donc je crois que voyager 5000 km jusqu'à New York et les États-Unis et présenter ça à l'ONU, c'est bien, ça va faire les manchettes demain matin, mais en fait, il va retourner bredouille sans rien du tout. Alors on suivra ça de près. On note que demain, le président palestinien est à Paris. Il pourrait faire la même demande à François Hollande. Merci beaucoup, Yitzhak Levanon, d'avoir été avec nous. Merci Betsabé. On se retrouve après un nouveau journal. On reparlera de ce tremblement de terre politique en Israël, avec cette démission surprise de Gideon Sa'ar. Restez avec nous. D'économie, à présent, les startups se sont donné rendez-vous cette semaine à
Tel Aviv. Il s'agit d'un rassemblement qui se tient pour la 4e année consécutive et qui prouve une fois de plus à quel point ce secteur des nouvelles technologies et des startups est dynamique en Israël. Reportage sur place signé Maël Benoliel. Il y a encore un mois, des roquettes s'abattaient sur Tel Aviv et entraînaient avec elles bon nombre d'annulations d'événements. Cette semaine, la ville qui ne dort jamais est officiellement et littéralement de retour aux affaires, avec son festival de l'innovation, le DLD 2014, le plus grand rassemblement high-tech en Israël. C'est une semaine entière pleine d'événements consacrés à l'innovation et à Tel Aviv, la ville des startups et le leader mondial des innovations. Avec plus de 1400 startups en son sein, la ville de Tel Aviv a déjà un nouveau surnom, la Silicon Valley. Comme des champignons après la pluie, le nombre de startups en Israël est en constante augmentation ces dernières années. Au programme de cette fête de l'innovation, des événements divers et variés, des conférences et des rencontres entre entrepreneurs israéliens et étrangers. Pour Alan Baim, directeur des nouvelles technologies et de l'innovation chez Coca-Cola, Tel Aviv est bel et bien la Silicon Valley du Moyen-Orient. Vous savez, je viens de la Silicon Valley et Tel Aviv est très similaire à la Silicon Valley. Vous voyez des jeunes, des vieux, tout le monde adore ici la technologie et il y a beaucoup de passion dans ce que les gens essaient de réaliser. Dari est la directrice de Mindspace, un lieu consacré à la communauté high-tech de Tel Aviv. Je pense que c'est une question de motivation, l'ambition de montrer aux autres que nous sommes les meilleurs. Je dirais que c'est aussi à cause de la chutzpah, le culot que nous avons et qui nous permet d'oser et de faire bouger les choses. Et ce n'est pas la situation sécuritaire parfois problématique que connaît le pays qui va empêcher la créativité israélienne de continuer son chemin. C'est la même situation depuis toujours. Tous les 2 ans, 3 ans, ici c'est la guerre, ou presque, alors on fait avec. Et puis ça nous aide à créer, les tensions peuvent être inspirantes parfois. Il y a eu beaucoup de startups qui ont pu créer des choses pour aider la communauté durant les derniers conflits. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais ça fait partie de la vie. Avec son rendez-vous annuel désormais inévitable pour les startups de toute la planète, Tel Aviv, ville qui monte toujours plus haut sur la scène du high-tech international, n'a pas encore fini de surprendre son monde. Voilà, et nous sommes en compagnie de Maurice Fergan, vous êtes sur notre plateau ce matin, rédacteur en chef i24 News, et Betsabe, nous sommes avec vous également pour passer en revue à présent l'actu internationale ce matin, 5 clics, 5 infos. Et tout d'abord, la Syrie, quand le chat n'est pas là, les souris dansent bien sûr, et puisque les Occidentaux, les Américains entendez surtout s'occupent du cas des djihadistes en Irak, eh bien les forces syriennes ont la voie libre pour intensifier les attaques sur les rebelles modérés. Le New York Times s'est penché notamment sur une série d'attaques d'une férocité et d'une précision particulière menée par le régime à Talbissé, c'est au nord de Holmes, et le chef le plus important, le chef du groupe local le plus important aurait même été tué. Un militant proche des rebelles a affirmé que à ce rythme, dans quelques jours, plus personne ne serait là même pour raconter ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est sans doute l'urgence ressentie par Assad d'éliminer le plus de rebelles dits modérés possible avant une éventuelle campagne militaire américaine en Syrie, pour être ainsi les seuls à bénéficier de l'affaiblissement de l'État islamique. Et puis on reparle ce matin de l'Ebola avec cette première Française atteinte par le virus. Tout à fait. Alors c'est une volontaire française. Elle a été infectée à Monrovia, donc capitale du Libéria. Et une fois rapatriée en France, eh bien, ce sera la première patiente hospitalisée donc, en France, avec cette question qui a été soulevée par le Figaro. Comment transporte-t-on ces patients, sous-entendu bien sûr, sans risquer de contaminer personne? Eh bien réponse, on isole le patient. Alors vous avez ça, une tente en plastique étanche équipée d'un système de ventilation sous laquelle le patient est allongé sur une civière. Vous allez voir, ça fait rêver, voilà, cette espèce de petite maison. Alors, quant au personnel médical, pour se protéger, ils portent bien sûr des combinaisons protectrices, des masques, des charlottes, des bottes. Ils peuvent communiquer avec le malade seulement par radio. Là aussi, hein, rien de très chaleureux. Et puis ensuite, une ambulance, voilà, vous voyez cet ambulancier, donc très très protégé, équipé et habillé en circonstance. Voilà. Alors, on prend ses précautions
évidemment. Allez, on revient au New York Times avec ce scoop du journal américain. Il s'agit des dernières révélations d'Edward Snowden. Elles concernent la NSA, évidemment, mais surtout les services secrets israéliens. Exactement. Edward Snowden accuse la NSA de livrer à Israël des informations confidentielles brutes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été censurées comme il est d'usage. Alors le scoop n'en est pas vraiment un, puisqu'on avait déjà eu des révélations de ce genre l'année dernière, mais New York Times, cité par Le Monde, précise que cette pratique impliquerait la NSA dans un programme notamment controversé de surveillance des Palestiniens par le service des renseignements de l'armée. Et scandale, la pratique exposerait la vie privée de citoyens américains. C'est bien là que le bas blesse. Barbara, les conversations incluent les noms et les données de citoyens américains qui discutent donc par mail ou par téléphone avec des proches en Israël et dans les territoires. Et Snowden d'enfoncer le clou, c'est l'un des plus gros abus que nous n'ayons jamais vu. C'est une histoire qui va faire du bruit en Israël, à votre avis ? Certainement moins que la rébellion dans l'unité 8-200 des services de renseignement de l'armée. On a déjà eu beaucoup d'affaires dans ce style, des écoutes téléphoniques. Je pense pas. Et puis on ne s'émeut plus beaucoup des révélations de Snowden. Hein. Il y en a eu tellement, peut-être. En tout cas, on verra. Allez, des espions, on passe aux acteurs hollywoodiens ce matin. Pas n'importe lequel, Barbara. George Clooney, qui, à son tour, dans l'espace, aurait un petit peu tourné la tête, j'ai l'impression. En tout cas, Madame Figaro nous explique qu'il voudrait se lancer dans la politique. Alors, le poste visé par Clooney, en plus, serait celui, allons-y, carrément, de gouverneur de Californie. Et le pire de tout, le mariage avec cette avocate, Amal Alamoudine, serait peut-être un stratagème, une manipulation de son futur hypothétique électorat, puisque bien sûr cet électorat préférera un gentil papa marié qu'un dragueur de machine à café, et surtout marié si possible à une intello qui, rappelle, le journal français est passé par Oxford, ce qui n'est pas rien, et non pas une actrice de téléfilm italien ou une catcheuse surnommée Miss Hancock sur le ring. Mais Clooney n'a pas pensé à tout, puisque, regardez le US Weekly, ce serait, attention, faute de goût, les parents d'Amal qui paieraient la plupart des frais du mariage prévu, on le précise, à Venise, aux intéressés. Ils ne sont pas encore mariés en fait ? Non, attendez, ce n'est même pas déjà passé, je crois que c'est fin septembre, à vérifier. Alors d'autant que la nouvelle a déjà fait le tour des médias, attention Georges, comme le nez Daily News qui est très choqué par cette nouvelle, pas très gentleman effectivement. Ouais, pas très gentleman effectivement. George Clooney en politique, pourquoi pas. On finit avec une question très sérieuse que se pose Libé ce matin. Effectivement, la rédaction de Libération s'est penchée très très sérieusement sur cette question apparemment soulevée par un de ses rédacteurs en chef. Attention, peut-on se mettre, je cite, à poil chez soi ? Alors la journaliste de Libé donc raconte entre les partisans du oui, on fait ce qu'on veut chez soi tout de même, et du non, penser aux voisins. Et bien très vite, une bonne partie de l'open space fut impliquée. Le débat ne volait bien sûr, Libé l'avoue, pas beaucoup plus haut que la boucle de la ceinture. Alors ils prennent cette question tellement au sérieux chez Libé. Attention, on rappelle que l'exhibition sexuelle est punie par le code pénal, 15 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement, qu'ils ont fait un schéma, vous allez voir, ils y ont mis beaucoup de cœur, un schéma qui vous permet de comprendre si vous pouvez légalement ou non vous promener chez vous dans le plus simple appareil. Donc en gros, en fonction de là où vous vous trouvez, donc à poil, par exemple en face de la fenêtre et éventuellement à portée des voisins, ou par exemple en fonction de la fréquence de vos allers et retours nus, si ça arrive tous les jours ou pas, effectivement, ça a une influence sur la légalité ou pas, parce qu'évidemment, si vous courez répondre au téléphone en sortant de la douche et que le voisin d'en face vous voit, ce n'est pas la même chose. À moins qu'il ne vous guette, que si vous ouvrez la porte toute nue ou tout nu à un petit garçon qui vous vend des biscuits. Mon Dieu, mais ça merci. C'est pas moi, c'est Libé. D'accord, c'est pas vous, c'est Libé. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je ne vais pas vous poser de questions sur... Si, on peut. Alors, d'abord, la première question, c'est est-ce qu'un journaliste peut traiter autrement un sujet que sérieusement ? C'est la question qu'on se pose tous. La deuxième question à propos de Clooney, c'est on a eu Reagan, Schwarzenegger et Clooney. Peut-être qu'il faut passer par Hollywood pour avoir des fonctions politiques aux États-Unis. Et en Californie, peut-être. Voilà, pour la revue de presse, on passe à la politique israélienne maintenant avec vous, Maurice. On va reparler de ce tremblement de terre. On l'a vu ce matin dans les journaux, c'est cette démission
qui a annoncé de façon assez surprenante, le ministre de l'Intérieur, Gideon Sa'ar. Pourquoi vous tiquez sur surprenante? Vous n'avez pas été surpris? Oui, je tique, parce que d'abord, il faut remettre les choses en perspective et relativiser. Ça n'est qu'une démission d'un ministre. Ce n'est pas le Premier ministre qui a démissionné, ce n'est pas le gouvernement qui est tombé, c'est le ministre de l'Intérieur qui a décidé de faire une pause dans sa vie politique, au profit de sa vie personnelle. Donc, remettons les choses en perspective. Il n'y a pas de tremblement de terre politique en Israël. C'est, disons, une petite tempête politique qui va peut-être avoir des implications, mais pour le moment, on ne les connaît pas encore, ces implications. Bon, on va en reparler de ces implications. D'abord, un mot sur l'homme qui est Gideon Sa'ar, sa carrière en quelques mots. Gideon Sa'ar, d'abord, c'est un jeune avocat, 47 ans, 20 ans de vie politique au sein du Likoud. C'est sa maison, c'est son foyer politique. Il est entré à la Knesset il y a 12 ans, jeune député, les dents longues, est devenu ministre de l'Éducation, a eu beaucoup de dossiers entre les mains au ministère de l'Éducation, des dossiers intéressants. Il a fait progresser la réforme Nouvel Horizon qui concerne les professeurs, mais surtout aussi, il a eu des côtés assez polémiques puisque c'est lui qui a organisé les visites des élèves au caveau des patriarches à Hebron, une mesure qui a été largement critiquée dans la presse israélienne. D'autre part, il est devenu ministre de l'Intérieur. Là encore, des mesures positives et des mesures négatives. La positive, c'est qu'il a permis de faire avancer les projets de construction de maisons privées assez rapidement. Il a obtenu une prolongation de l'heure d'été. Vous voyez, des choses très sociales. Sur et puis la question des migrants aussi. Donc, voilà, africains, la contestation, ça a été sa politique face au retour des immigrants dans leur pays d'origine. Ouais. Et là, depuis qu'il était ministre de l'Intérieur, il y a à peu près 5600 Africains qui ont été renvoyés dans leur pays. Finalement, ça s'est fait assez dans la discrétion et les critiques n'ont pas été aussi virulentes qu'on le pensait. Un ministre quand même assez tranché politiquement, avec des positions quand même très à droite. Hein. Très à droite, je ne dirais pas, mais disons à droite, les positions traditionnelles du Likoud. Non, ce qui lui a valu les critiques de Benjamin Netanyahou et peut-être la fureur de Sarah Netanyahou, c'est son soutien affiché à la candidature de Reuven Rivlin à la présidence de l'État. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors que Benjamin Netanyahou était totalement opposé à cette candidature. Officiellement, vous l'avez dit, Gideon Sa'ar a annoncé dans son discours qu'il prenait cette pause politique pour se consacrer à sa vie de famille, à son fils David, qui va bientôt marcher, dont il ne voulait pas rater les premiers pas, etc. Mais effectivement, ce qui se joue derrière, dans les coulisses, c'est cette guerre sans merci qu'il mène avec le Premier ministre depuis plusieurs années. Vous l'avez dit, l'apothéose de cette guerre, c'était cette élection présidentielle où il a soutenu coûte que coûte Reuven Rivlin. Exactement, il a soutenu coûte que coûte Reuven Rivlin, mais aussi pour protéger l'institution de la présidence de l'État que Benjamin Netanyahou voulait carrément annuler. Et il y a là un côté sympathique chez l'homme, c'est-à-dire que c'était un respect des institutions de l'État. Il voulait absolument mettre Reuven Rivlin au sein de la présidence de manière à maintenir cette institution qui pour lui est essentielle au fonctionnement de l'État. Quelle est l'origine de ce conflit avec le Premier ministre ? Écoutez, l'origine du conflit, c'est difficile à savoir. On sait que finalement, Gideon Sa'ar était un proche et un conseiller de Benjamin Netanyahou. Il l'a sorti à plusieurs reprises d'épreuves difficiles. Le Premier ministre apparemment ne lui a pas renvoyé l'ascenseur. Et disons, le conflit est né pratiquement au cours de la guerre à Gaza, cette dernière guerre au mois d'août, lorsque Gideon Sa'ar a été plus ou moins écarté des consultations et des prises de décision au profit d'autres acteurs politiques au sein du cabinet de sécurité. Gideon Sa'ar n'avait absolument pas accès aux discussions au sein du cabinet de sécurité. Il avait proposé de transférer le dossier au sein du gouvernement. Ça a été un refus net de Benjamin Netanyahou, donc il s'est mis en retrait et il n'a pratiquement pas eu d'opposition au cours de cette guerre, sauf que Gideon Sa'ar est allé pratiquement dans toutes les villes du sud du pays parler aux maires des localités adjacentes de la bande de Gaza. Et là, il s'est fait une image de marque de quelqu'un qui se soucie des populations. Alors ça, c'est sûr, il faut le rappeler, Gideon Sa'ar est très aimé. Il a fini 2 fois premier aux primaires du Likoud. C'est peut-être le personnage le plus populaire et c'est peut-être ce qui lui vaut d'être si peu apprécié par Benjamin Netanyahou, cette popularité, cette menace qu'il représente pour Benjamin Netanyahou. Je voudrais qu'on reprenne deux titres de journaux. Ce matin, rien ne pousse dans l'ombre de Netanyahou et puis aussi cette génération perdue du Likoud, ces générations de dauphins qui tournent autour du roi que Binyamin aurait évincé les uns après les autres. On ne peut pas ne pas rappeler le cas Kahlon, le cas Erdan et puis d'autres ministres qu'on a évoqués ce matin aussi. Oui, mais 2 choses. La première chose, il faut voir que
où le Premier ministre fait le vide politique autour de lui, au Likoud, pour pouvoir maintenir sa carrière politique et continuer, ou pour faire la place à un troisième acteur. Et ce troisième acteur, c'est le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, qu'il tente de mettre en avant, qui a pris une position dominante au sein du gouvernement. Mais qui n'est pas très menaçant, finalement, qui est très loyal envers Benjamin Netanyahu. Qui est loyal pour le moment, mais disons qu'il peut demain matin dire que c'est son dauphin et c'est peut-être le personnage politique qui va assurer la relève au Likoud, mais ça, ce sont des supputations. Je crois que par contre, il faut revenir sur cette histoire d'amour, parce que ça, c'est ça qui est important, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous savez que donc, Gideon Sa'ar s'est marié il y a quelques mois avec une présentatrice vedette de la chaîne publique de télévision, Geoula Even, que celle-ci, finalement, il y a un conflit au sein de la direction de l'Office national de télévision publique et qu'elle a été suspendue de ses fonctions. Aurait-il démissionné pour permettre le retour de Geoula Even à la présentation du journal d'information le plus important de la télévision israélienne. Un homme moderne qui sacrifie peut-être sa carrière pour celle de sa femme. Et à sa vie peut-être. C'est pas mal de l'imaginer comme ça. Merci beaucoup Maurice. Merci Betsabé. On se retrouve après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bonjour Sandy, notre chroniqueuse culture. Merci d'être là. On va parler publicité dans un instant avec vous. Mais avant cela, je vous propose d'écouter un peu de musique. Est-ce que ça vous dit? Bien sûr. Allez, on y va. On parle de musique sacrée. Le festival de musique sacrée de Jérusalem bat son plein en ce moment même. Musiciens de toutes religions, de toutes origines sont réunis. Vous allez le voir au pied de la vieille ville. C'est absolument somptueux. Regardez. Jérusalem, ville sainte, ville culte, quel lieu serait plus emblématique pour accueillir un festival des musiques sacrées? Pour la 3e année consécutive, les musiques et les rites de toutes les religions se rejoignent au pied de la Tour David, un mix de genres et de cultures qui nous transporte dans un univers bien particulier, un mélange qui prend une dimension forte et concrète à Jérusalem, là où plus qu'ailleurs, la notion de sacré règne. D'ailleurs, la musique sacrée, ça peut être un groupe de musique klezmer qui s'accompagne du chanteur de gospel Joshua Nelson, des musiciens andalous du Maroc qui jouent avec le rabbin Chaim Louk, mais aussi le maître de la Kora, le malien musulman Balaké Sissoko, et son partenaire de scène, le français juif Vincent Segal, violoncelliste classique. Pour moi, une idée de choses, si on peut le dire, sacrées, c'est respecter ces concepts de vie quand on joue. Pas les transformer, c'est-à-dire pas se dire on va jouer différemment parce qu'on est là ou parce qu'on est à tel endroit. Et donc ça a été merveilleux parce que les gens ont compris ça. C'est pas jouer pour la célébrité ou pour en mettre plein la vue. On cherche un état. Et cet état, on peut leur dire que pour nous, il est sacré. C'est-à-dire que si on l'a pas dans la journée, ça sert à rien de vivre parce que c'est cette espèce de plénitude qu'on a où on a besoin de rien d'autre. Ces deux musiciens se connaissent et travaillent en osmose depuis des années. Ils viennent de composer l'album Chamber Music, un disque intimiste, doux et paisible qui reflète exactement ce que ces deux amis ressentent lorsqu'ils jouent ensemble dans leur chambre. Leurs mélodies sont basées sur l'entente et le dialogue, sans parole. Elles entraînent le public dans une atmosphère de paix et de sérénité presque palpable. Vincent Segal, le français, et Balaké Sissoko, le malien, s'expriment d'une même voix. Cette année, l'organisation du festival était plus complexe que lors des saisons précédentes. La mise en place s'est faite dans un climat d'après-guerre avec des annulations et des reprogrammations. Pour Vincent Segal et Balaké Sissoko, donner ce premier concert dans le pays n'était pas une démarche si simple. Clairement, il y a plein de gens qui m'ont dit « ouais, tu devrais pas y aller » et je comprenais pourquoi. Ils avaient aussi des bonnes raisons de dire « voilà, il faut marquer les choses ». Il y a des moments où... Mais en même temps, moi j'ai dit « écoutez, c'est une décision où moi, par rapport à mon histoire de vie, de famille, je ne peux pas ne pas jouer ici ». Je pense aussi, c'est ça que je dis, il y a des gens aussi qui me parlaient, je dis non, mais moi, si je peux apporter, et avec la musique qui peut amener la paix par rapport au monde, je ne suis pas politicien, mais si ça divise vraiment le sujet, là j'aime bien quoi. Donc c'est pas que je ne suis pas ni quoi, mais juste je fais ma musique
que je me sens et c'est le bon cœur que j'ai, essayer de partager avec les gens qui m'écoutent. Donc si ça soulage, donc c'est bien. Les prochains jours, d'autres moments envoûtants prendront place à la Tour David avec plus d'une centaine d'artistes internationaux. Boycott ou pas boycott, la musique adoucit les mœurs et n'est pas prête d'être désacralisée ici en Israël. Voilà, et Rudy Sada est avec nous également ce matin. Sandy, allez, on le disait, on va parler publicité et humour, on le sait, faire rire, fait vendre, mais bon, pour ça, il faut que ce soit vraiment drôle. Exactement, et surtout, l'humour prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne, que ce soit au cinéma, à la télé ou sur Internet, et notamment, c'est le cas pour les publicités. Alors, en 2012, le palmarès de la pub Ipsos montre que les 10 spots préférés des Français étaient tous sur le ton de l'humour. Différentes études montrent par ailleurs qu'une campagne de pub humoristique a 10 fois plus d'impact sur les consommateurs. Alors, on pourrait croire que ce sont des chiffres qui résultent de l'actualité plutôt morose de ces dernières années, entre terrorisme et crise économique, mais pourtant, ce n'est pas récent. L'humour dans la pub, ça remonte déjà aux années 60. Et pourquoi ? Tout simplement parce que l'humour a de nombreux atouts. D'abord, il permet de dépasser les frontières, ça crée une certaine complicité avec le spectateur, un moyen de faire passer un message qu'il soit simple ou complexe de façon distrayante et agréable. Le spectateur est par ailleurs dans une meilleure disposition pour recevoir le message. Il a donc plus de chances pour consommer le produit en question. Alors, pour certaines marques, l'humour est une vraie stratégie marketing. C'est notamment le cas d'une très célèbre marque de bière qui réalise souvent des caméras cachées pour ses spots publicitaires. Alors là, ça se passe dans une salle de cinéma remplie de bikers avec seulement les 2 dernières places disponibles en plein milieu. On regarde ce que ça donne. On l'a pas. On va essayer de la trouver tout à l'heure. C'était Carlsberg. Exactement, c'est un peu sa marque de fabrique. Il s'amuse souvent à faire des pranks, comme on appelle en anglais. C'est quoi des pranks ? Ce sont des caméras cachées, tout simplement. Ils font une blague. Saviez ça, Rudy ? À des passants. Oui, non, pas du tout. Les pranks, non, pas du tout. Ok. Ça nous a permis d'apprécier l'accent. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pas toujours évident pour les publicitaires. On n'est pas tous sensibles au même humour. Et l'objectif des publicitaires, c'est évidemment de toucher un maximum de monde. Alors, il existe plusieurs sortes d'humour en publicité. L'humour provocateur, l'humour sexuel et l'humour absurde. Et c'est cet humour empreint de dérision qui est le plus souvent employé car il est moins choquant et plus susceptible de toucher un plus large public. On va le voir dans cette publicité pour un désodorisant très innovant. You would not believe the motherload I just dropped. And that's how I like to keep it, leaving not a trace that I was ever here, let alone that I just birthed a creamy behemoth from my cavernous bowels. Nothing is worse than stinking up the shared toilet at work, or the toilet at a party, or your lover's apartment. Of course, flushing removes the graphic evidence. Maybe 2 or 3 flushes if your skid marks are as tenacious as mine. But what can be done of that subtle scent of a 300-cow dairy farm? Aerosol air fresheners aren't the most effective option, or the healthiest. Trying to mask the stench, giving you a nice blend of ChemLab carnations with just a touch of feces. So, how do you make the world believe your poop doesn't stink? Or in fact that you never poop at all? Poopery. Poopery is the before you go toilet. Potpourri, ça vous plaît ? C'est ravissant. C'est la grande Charmant. classe. En tout cas, c'est bien fait. C'est rigolo, c'est un peu comme ça, mais justement... c'est limite quand même. C'est british. En tout cas, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Les publicitaires ont envie de nous faire rire, de nous amuser, de nous détendre et de nous faire oublier nos difficultés quotidiennes, d'autant qu'ils en tirent profit puisqu'on associe souvent leurs produits avec notre bien-être. Les spectateurs ont une attitude beaucoup plus favorable envers les publicités rigolotes. Ils mémorisent mieux les arguments et ils sont... très très favorable à ce genre d'humour. C'est pour ça que les publicitaires font souvent appel à l'humour et pour frapper encore plus fort, ils font parfois appel à l'humour mais également à une célébrité. C'est le cas notamment dans cette publicité que voilà. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you
le disait, hein, les pubs humoristiques peuvent parfois choquer. Celle-ci a déjà fait polémique. Dans un journal espagnol, on voit que Bar Refaeli a été accusé de se moquer des filles rondes dans cette publicité. Et c'est pas la première fois que ça arrive aux mannequins israéliens. Déjà 2 pubs dans laquelle elle apparaît ont fait un petit scandale, notamment celle pour l'entreprise GoDaddy, où elle embrasse un geek à pleine bouche. Hein. On l'a vu pendant le Super Bowl aux États-Unis. Encore autre pub. Les gros plans, hein. Très très charmant. Et aussi celle pour la marque Hoodies, qui a été jugée sexiste. Donc voilà, on l'a dit, hein, tout le monde n'est pas sensible au même humour. Je ne sais pas si on peut voir maintenant... Alors voilà, on va retourner à la pub qu'on n'a pas pu voir en début de chronique, cette pub pour Carlsberg. On y va. Voilà. Bon, il joue le jeu, hein. Exactement, et ce genre de caméra cachée, comme je l'ai dit, la marque l'en fait souvent et ça marche toujours pas mal. Voilà, autour d'une bonne bière, pourquoi pas, hein. Voilà, merci beaucoup Sandy. Rudy, on passe... Il y a votre accent belge qui est revenu quand vous avez dit une bonne bière. Ouais. Forcément. Et vous m'avez pas encore entendu dire frites. Non. Allez Rudy, sur Internet ce matin, on parle avant tout de cette entrée en bourse historique. C'est le géant chinois de vente en ligne Alibaba qui va le faire aujourd'hui. La grande question, pour combien est-ce qu'il va battre tous les records? C'est la question, mais on commence à avoir un petit peu un chiffre qui est en train de se dessiner. Alibaba donc arrive en bourse à Wall Street. Alors c'est l'événement. Alibaba, on va rappeler ce que c'est le site en vente de vente et d'achat comme les eBay aux États-Unis, mais Alibaba est leader sur un énorme marché qui est le marché chinois. Aujourd'hui, on va donc connaître le prix de l'action Alibaba à la bourse de New York, un prix qui devrait être, alors ça augmente tout le temps, mais là à l'heure qu'il est, entre 66 et 68 $ l'action. Le tout rapporterait 25 milliards de dollars à l'entreprise. Alors à la base de cette réussite, il y a un homme, c'est lui, Jack Ma. Il est à la base prof d'anglais et il crée ce site en 99 à 35 ans pour permettre aux petits fournisseurs chinois de trouver des clients à l'international. À l'époque, Internet n'est pas vraiment développé, le commerce international ne passe pas encore par Internet, alors il est complètement dans une logique anglo-saxonne. Il copie son modèle de management sur des groupes de la Silicon Valley tout simplement, et 15 ans plus tard, Alibaba est devenu un empire qui a réussi à mettre la main sur un marché qui à la base était promis et qui était prévu pour le géant américain. Coup de génie eBay, Alibaba, et voilà, et donc cela fait l'événement aujourd'hui, on va le savoir ce soir pour le prix. On suivra ça de près. Évidemment, l'entrée en bourse d'Alibaba, c'est un des titres du jour. Et puis le grand titre à l'international de ce jeudi, c'est évidemment le référendum en Écosse. Oui, alors on va évidemment voter pour ou contre l'indépendance de l'Écosse. Alors sur le net, on en a parlé, les stars avaient battu campagne pour le oui ou pour le non. Alors je voulais vous montrer un clip viral qui sera le symbole de cette campagne et qui a fait l'événement avec 16 millions de vues. L'idée de son auteur, qui s'est surnommé Scott Teacher, avec l'accent écossais que j'ai très mal fait, et de nous proposer deux sens de lecture pour deux significations. Alors je vous propose de regarder le clip qui s'appelle My Generation. On le regarde à l'endroit. D'accord. My generation. I'm part of a fearful generation, and I refuse to believe that I can change the world. I realise this may be a shock, but an independent Scotland will thrive is a lie. The UK is better together. So, in 30 years, I'll tell my children I vote with my head. I have my priorities straight. The Union is more important to me than Scotland. Voilà, ils prônent le vote rationnel, rester avec l'Angleterre. Ça, c'est si on a la tête à l'endroit. Mais si on met le texte à l'envers, le vrai message apparaît et le voici. Scotland is more important to me than the Union. I have my priorities straight. I vote with my head. So,
In 30 years, I'll tell my children the UK is better together is a lie. An independent Scotland will thrive. I realise this may be a shock, but I can change the world, and I refuse to believe that I am part of a fearful generation. Ah mais c'est génial, hein? Voilà, et ça fait 16 millions de vues sur Internet. On comprend pourquoi. Voilà, en tout cas, on le répète, les bureaux de vote ferment ce soir à 22h. On en saura plus dès demain matin. Journée historique donc qui se joue en Écosse. On finit loin de l'Écosse avec une vidéo qui vient d'Iran. Oui, alors l'événement hier, hein, ça a été déjà l'événement de ce qui vient d'Irak. La vidéo, ça a été la nouvelle vidéo de l'État islamique qui est sortie. Les flammes de la guerre, bande-annonce hollywoodienne sur la suite des événements en réponse évidemment au discours de Barack Obama. Alors, mais ce matin, j'aimerais vous montrer une autre vidéo qui nous vient donc d'Irak où là, pour contrer l'État islamique qui progresse, donc ça c'est la bande-annonce qui est sortie hier, mais alors en Irak, pour contrer l'État islamique qui progresse, la télévision d'État a misé sur l'humour et la satire, a diffusé le teaser d'une série qui s'appelle l'État superstitieux. À la base, enfin, c'est plutôt un jeu de mots avec le nom du califat. On y présente le chef du califat, Al-Baghdadi, comme le fils de Satan, mais aussi d'une femme juive. Donc je vous laisse regarder ce moment de bon goût et d'humour avec la petite bande-annonce. إبليس جانا وحضر يلا نتلقى القمر سفهاية بها غاية بين الكون في النهاية. Bon, on se bat aussi par bande-annonce interposée, alors voilà, hein, c'est ce que ça nous apprend. Voilà, donc la femme de Satan est juive, sachez-le. Voilà, maintenant c'est dit. Merci beaucoup Rudy, merci Sandy, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.